Je m'appelle Raphaël, j'ai 28 ans et j'habite à Feira de Santana, dans l'intérieur de Bahia. Ce que je vais raconter ici est l'histoire la plus intense et la plus hantée de ma vie, une expérience qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais à propos de l'amour, de la famille et des mystères qui entourent notre région. Si vous pensez que la sorcellerie et la macumba ne sont que du folklore, préparez-vous à changer d'avis. J'ai grandi dans une famille simple, mais unie. Mon père, João, était mécanicien et ma mère, Conceição, travaillait comme couturière. Nous menions une vie tranquille dans le quartier Capuchinhos, où tout le monde se connaissait et où les secrets ne restaient pas longtemps cachés. Depuis petit, j'étais un garçon joyeux et communicatif, mais j'ai toujours été très naïf avec les gens. Une caractéristique qui a failli me détruire des années plus tard. Pendant mon enfance, mes meilleurs amis étaient Carlos et Marcelo. Carlos était le plus sensé des trois. Il me donnait toujours des conseils équilibrés et m'avertissait quand quelque chose ne semblait pas net. Marcelo, quant à lui, était l'aventurier du groupe, trop courageux pour son propre bien, mais fidèle comme un frère. Nous étions inséparables, nous jouions au football dans la rue, allions à la pêche dans l'étang près de la maison et partagions nos rêves d'un avenir meilleur. À l'adolescence, j'ai commencé à travailler à mi-temps dans l'atelier de mon père pour aider à la maison et économiser de l'argent pour l'université. C'était un travail dur, mais il m'a appris la discipline et la responsabilité. Mes parents m'ont toujours encouragé dans mes études, disant que l'éducation était le seul moyen d'avoir une vie différente de la leur. Pendant mon temps libre, j'étudiais avec une détermination qui impressionnait même les professeurs. Après avoir fini le lycée, j'ai obtenu une bourse partielle pour étudier l'administration à l'Université d'État de Feira de Santana. Ce fut une immense joie pour toute la famille. Je me souviens de la fête que ma mère a donnée, invitant tous les voisins à célébrer. Elle a pleuré de fierté quand elle m'a vu en uniforme le premier jour de cours. L'université m'a ouvert un nouveau monde. J'y ai rencontré des gens d'origines différentes, des professeurs inspirants et pour la première fois, je me suis senti vraiment stimulé intellectuellement. Mes amis Carlos et Marcelo n'ont pas pu aller à l'université immédiatement, mais ils me soutenaient inconditionnellement. Carlos a trouvé du travail dans un magasin de vêtements et Marcelo est parti travailler dans une ferme près de la ville. C'est au 2e semestre de la faculté que j'ai rencontré Larissa. C'était l'une des plus belles filles du campus. De longs cheveux bouclés, une peau brune soyeuse, un sourire qui illuminait tous les environnements. Elle étudiait la psychologie et semblait avoir une aura mystérieuse qui m'attirait comme un aimant. Au début, je pensais n'avoir aucune chance avec une fille comme elle, mais le destin nous a réunis dans le même groupe d'études pour un projet interdisciplinaire. Larissa était intelligente, charismatique, et avait une façon de parler qui m'hypnotisait. Après quelques semaines, j'ai découvert qu'elle vivait avec son père dans un quartier plus éloigné, dans une grande maison toujours pleine de visiteurs. Elle ne parlait jamais beaucoup de sa famille, changeant toujours de sujet quand je lui demandais ce que faisait son père. Elle disait juste qu'il aidait les gens avec des problèmes spirituels. La romance a commencé naturellement. Larissa montrait un intérêt sincère pour moi, me demandant mes rêves, mes peurs, ma famille. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment aimé et désiré. Elle m'a présenté à un monde de sensations que je n'aurais jamais imaginé. Nos rencontres étaient intenses, pleines de passion et de conversations profondes qui se prolongeaient jusqu'à l'aube. Après 2 mois de relation, Larissa m'a enfin invité à rencontrer sa maison et son père. La propriété se trouvait sur un chemin de terre, entouré de nombreux arbres et plantes que je n'avais jamais vus. La maison était grande, peinte en bleu foncé, avec plusieurs symboles étranges sur les murs extérieurs. Dès que j'ai posé le pied sur la cour, j'ai ressenti une énergie lourde dans l'air, comme si des milliers de regards m'observaient. Le père de Larissa s'appelait Severino, mais tout le monde le connaissait comme Père Severino. C'était un homme grand, d'environ 50 ans, la peau très sombre et un regard qui semblait lire mon âme. Il m'a accueilli cordialement, mais j'ai perçu une froideur calculée derrière son sourire.
Sa maison était toujours pleine de gens cherchant de l'aide pour des problèmes de santé, d'amour, d'argent ou de vengeance. Larissa m'a expliqué que son père était un Pai de Santo respecté dans toute la région. Au début, j'ai essayé de respecter les croyances de la famille de ma copine, même venant d'une éducation catholique traditionnelle. Père Severino semblait m'apprécier, m'invitant toujours à déjeuner et me questionnant sur mes plans pour l'avenir. Il disait que j'étais un garçon avec une bonne énergie et que Larissa avait bien choisi. Cependant, il y avait quelque chose dans ses gestes et ses paroles qui me mettait mal à l'aise, un sentiment qu'il m'étudiait toujours, comme si j'étais une expérience. Au fil des mois, notre relation s'est approfondie. Larissa commençait à parler de mariage, d'enfants, de notre vie ensemble. J'étais complètement amoureux et prêt à construire un avenir avec elle. Mais là, j'ai commencé à remarquer des choses bizarres dans ma vie. D'abord, de petites choses. J'ai commencé à avoir des cauchemars fréquents, toujours impliquant des serpents, de l'obscurité et des voix murmurant mon nom. Je me réveillais épuisé, comme si je n'avais pas dormi. Ma performance académique, qui avait toujours été excellente, s'est mise à décliner sans raison apparente. Durant les examens, mon esprit devenait complètement vide, même quand je maîtrisais bien le contenu. Puis, les problèmes se sont intensifiés. J'ai commencé à avoir des disputes inexplicables avec mes parents, des discussions insignifiantes qui dégénéraient en conflits graves. Ma mère pleurait, ne comprenant pas pourquoi j'étais si agressif et distant. Carlos et Marcelo ont aussi remarqué le changement dans mon comportement. J'étais plus irritable, anxieux et étrangement obsédé par Larissa. L'obsession était l'aspect le plus troublant. Je ne pouvais pas rester loin d'elle plus de quelques heures sans ressentir un besoin désespéré de sa présence. C'était comme si elle était une drogue, et moi, un toxicomane en manque. Mon monde tournait entièrement autour d'elle, ce qui n'était sain pour aucun de nous deux. Carlos était le premier à exprimer son inquiétude ouvertement. Un après-midi, alors qu'on buvait une bière dans un bar près de la fac, il m'a confronté « Mec, ça ne va pas chez toi. Depuis que tu sors avec cette fille, tu as complètement changé. On dirait que tu es sous influence. » J'ai explosé de colère contre lui. On a failli se battre. Comment osait-il critiquer Larissa? Ne voyait-il pas que j'étais enfin heureux? La dispute fut si violente qu'on est resté sans se parler pendant des semaines. Marcelo a eu une autre approche. Il est venu chez moi un soir et a parlé sérieusement avec mes parents et moi. Il a raconté des histoires qu'il avait entendues sur Père Severino, des cas de gens qui avaient eu leur vie détruite après s'être rapprochés de la famille. Il a évoqué un garçon qui avait fréquenté une autre fille de Severino des années auparavant et qui avait sombré dans la folie, finissant interné en clinique psychiatrique. Ma mère est devenue désespérée. Elle a toujours eu des intuitions très fortes et disait ressentir quelque chose de mauvais chaque fois que Larissa venait me chercher. Mon père, plus pragmatique, m'a suggéré de consulter un médecin pour voir s'il n'y avait pas une raison physique à ce changement de comportement. J'ai consulté un généraliste qui a prescrit plusieurs examens. Tous les résultats étaient normaux. J'ai aussi fait une évaluation psychologique à la suggestion de l'université, car mon rendement mettait ma bourse en péril. La psychologue n'a pas vu de signes de dépression ou d'anxiété clinique, mais a souligné des schémas de dépendance émotionnelle extrême. À cette période, j'ai aussi commencé un stage dans un cabinet de comptabilité du centre-ville. Ce travail était une opportunité incroyable pour ma carrière, mais j'avais du mal à me concentrer. J'arrivais en retard, faisais des erreurs de base et faisais des crises de colère pour des raisons insignifiantes. Mon superviseur, Monsieur Antonio, était compréhensif et essayait de m'aider, mais il percevait qu'il y avait quelque chose de profondément anormal. C'est au cours d'une de ces crises au travail que j'ai rencontré Claudia, la secrétaire de l'entreprise. Elle avait une dizaine d'années de plus que moi, une femme intelligente et observatrice. Elle avait grandi dans l'intérieur et connaissait bien les traditions mystiques de la région. Claudia a aperçu mon état et, d'un geste vraiment attentionné, m'a dit «
Raphaël, je ne veux pas m'immiscer dans ta vie, mais tu as l'air d'être ensorcelé. J'ai déjà vu ça auparavant, et si tu ne fais pas attention, tu pourrais tout perdre. » Au départ, j'ai totalement rejeté cette idée. J'étais un jeune universitaire rationnel, je ne croyais pas à ces superstitions. Mais au fil des jours, alors que mon état empirait, les paroles de Claudia résonnaient dans ma tête. Le point de rupture arriva une nuit où Larissa et moi avons eu une terrible dispute. Ça portait sur une chose insignifiante. Elle voulait que j'abandonne le stage pour passer plus de temps avec elle. Quand j'ai refusé, elle a eu une crise de fureur qui m'a fait peur. Elle a hurlé des choses insensées, comme si elle connaissait des secrets intimes de ma famille que je n'avais jamais partagés. Elle a fini la dispute en disant que je regretterais de lui avoir tenu tête. Cette même nuit, j'ai eu le pire cauchemar de ma vie. J'ai rêvé que j'étais attaché à une table, entouré de personnes encapuchonnées qui faisaient des rituels étranges autour de moi. Père Severino était là, chantant dans une langue que je ne reconnaissais pas, tandis qu'il versait des liquides sombres sur mon corps. Je me suis réveillé en hurlant, complètement trempé de sueur, et avec le sentiment que quelqu'un avait fouillé dans mes affaires. Le lendemain, ma condition s'est détériorée brutalement. Je ne pouvais pas sortir du lit. J'avais une forte fièvre sans cause apparente et je vomissais en continu. Ma mère m'a emmené à l'hôpital, mais les médecins n'ont rien trouvé. Les examens étaient normaux, mais je ressentais comme si j'étais en train de mourir. C'est là que Claudia est venue chez moi. Elle avait remarqué mon absence au travail et, connaissant ma situation, a décidé d'intervenir. Elle a longuement discuté avec ma mère, expliquant des cas similaires qu'elle avait vus dans sa jeunesse. Elle a suggéré de chercher le secours spirituel de quelqu'un d'assez puissant pour inverser ce qui se passait. Donna Conceição. Je connais un monsieur ici près, dans le quartier Tomba, très respecté. Il s'appelle Père Clovis. Il a déjà aidé beaucoup de gens dans des situations semblables. Si vous voulez, je peux prendre contact. Mes parents, désespérés de me voir aller mieux, ont accepté. À ce moment, j'étais si faible que je parlais à peine, mais je résistais encore à l'idée. Comment quelqu'un de rationnel comme moi pouvait recourir à ce genre de solution ? Claudia nous a conduits chez Père Clovis un jeudi après-midi. Sa maison se trouvait dans une rue simple, peinte en blanc avec des détails bleus. Contrairement à la demeure de Père Severino, l'endroit respirait la paix et la tranquillité. Le jardin était rempli de plantes médicinales et il régnait une énergie totalement différente. Père Clovis était un homme noir, d'environ 70 ans, aux cheveux blancs, mais à la posture droite et au regard empli de sagesse et de bonté. Il nous a reçus dans le salon de sa maison, décoré simplement mais chaleureusement. Il y avait des images de saints catholiques, d'Orixa et d'autres symboles religieux, tous coexistant harmonieusement. Avant même qu'on explique le motif de la visite, Père Clovis m'a regardé et a dit « Mon fils, tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas. Je sens l'énergie lourde collée à ton aura. Quelqu'un t'a fait un travail très fort pour t'attacher et aspirer ta vitalité. » Ma mère s'est mise à pleurer. Même catholique pratiquante, elle a toujours respecté d'autres formes de foi et à ce moment était prête à tout pour m'aider. Père Clovis a demandé à me parler en privé. Il m'a emmené dans une pièce au fond de la maison, décorée de bougies, d'images sacrées et d'instruments rituels. L'odeur d'herbe et d'encens emplissait l'endroit d'une façon étrangement apaisante. « Raconte-moi toute l'histoire, depuis le début. Nommez rien, même ce qui te semble insignifiant. » Pendant presque 2 heures, j'ai tout relaté. Comment j'ai rencontré Larissa, sa famille, les changements que j'ai commencé à percevoir, les symptômes étranges. Père Clovis écoutait attentivement, posant des questions précises sur les dates, les situations et les sensations. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête avec regret. « Mon garçon, tu as été victime d'un travail d'attachement très élaboré. Ce Pet Santo que tu as mentionné est connu dans la région. Il utilise sa fille comme appât pour attirer de jeunes hommes prometteurs. Quand elle s'intéresse à quelqu'un, il fait de puissants rituels de domination mentale. Mais pourquoi? Quel est le but?
le pouvoir et le contrôle. Plus il parvient à aspirer la vitalité des autres, plus il devient fort dans le monde spirituel. Tu es jeune, intelligent, avec un brillant avenir. Ton énergie est particulièrement précieuse. Père Clovis a expliqué que le processus de libération serait complexe et nécessiterait plusieurs séances. Le travail fait contre moi était sophistiqué, impliquant non seulement de l'attachement amoureux, mais aussi du vampirisme énergétique et de la domination mentale. J'ai besoin de ta collaboration totale. Tu devras couper tout contact avec cette fille et sa famille. Je sais que ce sera difficile à cause du travail fait sur ton esprit, mais c'est fondamental pour ta récupération. J'ai accepté toutes les conditions. À ce stade, j'étais tellement affaibli que je ferai tout pour retourner à la normale. Le premier rituel a eu lieu cette même nuit. Père Clovis a préparé un bain spécial avec des herbes qu'il cultivait lui-même. Rue, guinée, romarin, gros sel et d'autres plantes que je ne savais pas nommer. Il expliqua que cela devait commencer par nettoyer mon aura et couper les fils énergétiques qui me reliaient au travail de Père Severino. Prends ce bain du cou vers le bas, en visualisant toute l'énergie négative qui quitte ton corps. Ensuite, mets ces vêtements propres et reviens ici. Le bain fut une expérience intense. À mesure que l'eau coulait sur moi, je sentais comme si des couches de crasse invisibles étaient enlevées. Pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré profondément sans cette oppression dans la poitrine. Quand je suis retourné dans la salle de rituel, Père Clovis avait préparé un autel complexe. Des bougies blanches et bleues étaient allumées. Une petite bassine d'eau salée, de l'encens brûlait et des images sacrées étaient disposées en cercle. Il m'a demandé de m'asseoir sur une chaise au centre de l'arrangement. Je vais maintenant faire le travail de désenvoûtement. Tu peux avoir des réactions bizarres, nausées, vertiges, voire même des visions. C'est le travail qui se défait. N'aie pas peur. Père Clovis commença à entonner des chants mêlant portugais, yoruba et latin. Le son de sa voix créait des vibrations qui semblaient résonner dans ma poitrine. Il jeta de l'eau salée autour de moi, passa de la fumigation sur mon corps et toucha des points spécifiques de ma tête et de mes mains avec de l'huile parfumée. Durant le rituel, j'ai eu plusieurs réactions physiques intenses. J'ai eu des nausées, des frissons, et à un moment, j'eus une vision claire de Père Severino qui faisait des travaux contre moi. Je l'ai vu enterrer mes objets personnels que je n'avais jamais remarqué avoir perdus, sous un arbre du jardin de sa maison, récitant des paroles qui semblaient des malédictions. La séance a duré presque 3 heures. À la fin, j'étais épuisé. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'esprit clair. L'obsession pour Larissa avait quasiment disparu, comme si un brouillard s'était dissipé de mon esprit. Ce n'était que le début, expliqua Père Clovis. Il faudra encore au moins 3 séances pour t'assurer d'être complètement libéré. Et une chose encore, je vais faire un travail de protection, et si tu acceptes, un travail de justice. Comment ça, justice ? Ce qu'ils t'ont fait était une agression spirituelle. Dans l'astral, il existe des lois. Qui fait le mal injustement le reçoit en retour, démultiplié. Je peux accélérer ce processus, mais je ne le ferai que si tu en donnes la permission. J'ai réfléchi à la situation. Une partie de moi voulait juste être débarrassée de tout cela et tourner la page. Mais une autre, blessée et révoltée, voulait des conséquences pour ceux qui avaient tenté de détruire ma vie. « Faites-le », ai-je répondu. Père Clovis acquiesça gravement. « Alors ce sera fait. Mais souviens-toi, je ne fais qu'équilibrer les énergies. Ce qui t'est arrivé reviendra à l'auteur, pas plus que cela. » Au cours des séances suivantes, sur 2 semaines, Père Clovis a fait des travaux de nettoyage plus profonds et construit des protections spirituelles autour de moi. Il m'a appris des prières spéciales, donné un talisman à porter en permanence et expliqué comment maintenir mon énergie propre. En parallèle des rituels, ma vie a commencé à changer rapidement. Le premier changement a été de réussir à couper le contact avec Larissa sans cette sensation désespérée de manque. Quand elle essayait de me contacter, je ne ressentais simplement plus le besoin de répondre. Larissa n'a pas bien accepté la fin de notre relation. Elle venait à la fac.
chez moi, au travail, essayant toujours de me convaincre de revenir. Elle disait m'aimer, ne pas comprendre ce qui s'était passé, qu'on pouvait résoudre les problèmes ensemble. Mais je ne ressentais plus rien pour elle, si ce n'est une sorte de compassion mêlée de répulsion. Lors d'une de ces tentatives, Larissa a laissé s'échapper des informations qui ont confirmé mes soupçons. Mon père dit que tu es sous l'influence de quelqu'un, que quelqu'un fait un travail contre notre relation. Il peut le renverser, il peut te faire m'aimer comme avant. Ce fut la confirmation finale que tout ce que Père Clovis m'avait dit était vrai. Larissa ne savait pas seulement ce que son père faisait, elle en était une participante active. Au travail, mes résultats se sont grandement améliorés. Monsieur Antonio a remarqué le changement et m'a félicité publiquement lors de la réunion mensuelle. Claudia, qui avait été fondamentale à ma guérison, est devenue une grande amie et confidente. À l'université, j'ai retrouvé mon excellence académique et la relation avec mes parents s'est totalement normalisée. Carlos et Marcelo étaient stupéfaits du changement et nous avons repris notre amitié d'autrefois. Je me sentais comme si je sortais d'un long cauchemar. Mais les conséquences du travail de justice fait par Père Clovis ont commencé à apparaître environ 1 mois plus tard. Larissa est venue chez moi un matin de dimanche, désespérée et en larmes. Elle racontait que des choses terribles étaient en train d'arriver à elle et à son père. Père Severino était soudainement tombé malade. Les médecins ne trouvaient pas l'origine, mais il perdait du poids rapidement et avait des hallucinations constantes. Il dit que tu as fait quelque chose, que tu as demandé à quelqu'un de travailler contre nous. S'il te plaît, annule ça, je promets de ne plus jamais t'importuner. Bien que je ressente de la peine pour sa situation, je savais que je ne pouvais pas interférer dans le processus enclenché. Père Clovis m'avait expliqué qu'interrompre la justice spirituelle pourrait renverser tout contre moi. Larissa, je n'ai rien fait contre vous. Si quelque chose vous arrive, c'est la conséquence des actes de ton père. Je te suggère de chercher de l'aide spirituelle pour défaire les travaux qu'il a fait sur d'autres. Elle partit en pleurant, promettant que je regretterais de ne pas l'avoir aidée. Les semaines suivantes, j'ai su par des amis communs que l'état de Père Severino s'était considérablement aggravé. Il avait perdu beaucoup de clients, car les gens ont commencé à douter de son efficacité en voyant son état. Plusieurs cas de victimes sont remontés à la surface, ternissant sa réputation dans la communauté. La maison a dû être vendue pour payer les dettes médicales et ils ont déménagé dans un autre état. Larissa a abandonné la fac et, à ce qu'on m'a dit, travaille comme vendeuse dans un magasin de vêtements. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. D'un côté, j'étais enfin libre de leur influence destructrice. De l'autre, je voyais comment le cycle de négativité avait finalement touché la famille qui l'avait engendré. 2 ans ont passé depuis ces événements. J'ai fini l'université avec d'excellentes notes, été embauché par l'entreprise où je faisais mon stage et même promu. J'ai rencontré une fille appelée Anna, collègue de travail, avec qui j'ai développé une relation saine et équilibrée, basée sur le respect mutuel et la vraie camaraderie. Je garde un contact régulier avec Père Clovis, devenu une sorte de mentor spirituel. Il m'a beaucoup appris sur la protection énergétique, l'intuition et comment repérer les personnes et situations qui peuvent être nocives. J'ai appris à faire plus confiance à mon instinct et à valoriser la vie de ceux qui m'aiment vraiment. Carlos et Marcelo se sont mariés et ont fondé leur famille. Nous sommes restés proches et ils me rappellent toujours l'importance d'avoir autour de soi des gens fiables pour nous avertir quand on ne voit pas une situation clairement. Claudia est devenue l'une de mes meilleures amies et la marraine de ma relation avec Anna. Elle dit toujours que mon expérience sert d'exemple sur l'importance d'être ouvert à l'aide, même lorsqu'elle vient de formes inattendues. Le plus curieux, c'est qu'il y a environ 6 mois, j'ai croisé Larissa par hasard dans un centre commercial à Salvador. Elle était visiblement changée. Plus maigre, cheveux courts, vêtements simples. Elle semblait plus mature, plus consciente. Au début, nous étions tous les deux gênés, mais c'est elle qui a pris l'initiative de s'approcher.
Raphaël, puis-je te parler quelques minutes ?» J'ai accepté, et nous sommes allés prendre un café dans une cafétéria proche. « Je veux te demander pardon. » Elle a commencé, les larmes aux yeux. « Pour tout ce que ma famille t'a fait, pour tout ce à quoi j'ai pris part. À l'époque, je croyais que c'était normal, que c'était juste une aide spirituelle pour faire marcher notre relation. Ce n'est qu'après que tout s'est effondré que j'ai compris la gravité de ce qui s'est passé. Elle m'a dit qu'après avoir déménagé dans un autre état, Père Severino n'a jamais retrouvé la santé ni le pouvoir spirituel d'avant. La famille a eu de graves difficultés financières et Larissa a dû travailler pour les aider. C'est à cette époque que j'ai commencé une thérapie et compris le fonctionnement maladif de ma famille. Mon père utilisait ses filles pour attirer de jeunes hommes et les dominait ensuite spirituellement. J'étais complice, même sans en comprendre complètement la portée. Larissa m'a expliqué qu'elle avait rompu avec les pratiques de son père et essayait de reconstruire sa vie honnêtement et de façon indépendante. Elle m'a demandé pardon plusieurs fois, en me disant qu'elle comprendrait si je ne pouvais pas la pardonner. En regardant cette femme devant moi, je n'ai plus vu la Larissa manipulatrice et séductrice d'antan. J'ai vu une personne qui avait traversé un profond processus de connaissance de soi et de vrai repentir. « Larissa, je te pardonne, » ai-je dit sincèrement. « Je crois que tu as aussi été victime, d'une certaine façon. L'important, c'est que tu reconnais tes erreurs et essaies de changer. » Nous avons parlé presque 2 heures. Elle manifestait un intérêt sincère pour savoir comment j'allais, raconter ses projets, de reprendre ses études et de reconstruire sa vie. Il n'y avait aucune tension romantique, juste 2 personnes qui avaient traversé une épreuve difficile et pouvaient à présent la voir avec maturité. Quand nous nous sommes quittés, j'ai ressenti une immense paix. Le pardon n'était pas seulement un cadeau pour elle, mais avant tout pour moi-même. Porter rancune et ressentiment reviendrait à garder une partie de cette énergie négative active dans ma vie. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois toute cette expérience comme un grand apprentissage. J'ai appris les dangers de l'excès de naïveté, l'importance de faire confiance à ceux qui nous aiment vraiment, et à quel point il existe des forces et des énergies dans le monde, bien au-delà de notre compréhension rationnelle. La sorcellerie et la macumba sont des réalités puissantes qu'il ne faut ni sous-estimer ni craindre, mais respecter et comprendre. Quand elles sont utilisées pour le mal, les conséquences reviennent inévitablement à celui qui les pratique. Quand elles servent le bien et la justice, ce sont des instruments de guérison et de libération. Père Clovis me rappelle toujours que chacun est responsable de l'énergie qu'il met dans le monde. Si on choisit d'aimer, d'aider, de construire, cela revient multiplié. Si on choisit de manipuler, de dominer, de détruire, c'est cela aussi qu'on récolte. Mon histoire sert d'avertissement à ceux qui pourraient vivre des situations similaires. N'ignorez pas les signes, écoutez ceux qui vous aiment, cherchez de l'aide si besoin et ne sous-estimez jamais le pouvoir des énergies spirituelles. Mais elle sert aussi d'espoir. Peu importe à quel point on est perdu, il y a toujours un moyen de recommencer. Il y a toujours des gens prêts à aider. Et il est toujours possible de trouver la lumière au bout du tunnel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans mon histoire, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cela pourra servir, d'une certaine manière, à votre propre chemin. Laissez dans les commentaires vos expériences, vos doutes ou vos réflexions. Je crois que partager nos histoires est une façon puissante de s'aider mutuellement à grandir et à évoluer. Et rappelez-vous, le véritable amour n'a jamais besoin d'attache, de magie ou de manipulation pour exister. Quand il est réel, il coule naturellement, respectant la liberté et la croissance de chaque personne impliquée.